Coucou les minous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast en audio et en vidéo. Et on est même en studio parce que tout arrive, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est avec Fiona. Alors Fiona, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Avec plaisir. Coucou les minous, du coup. Oui, on fait tous l'intro. Coucou les minous. Je suis architecte. Un petit peu plus, un peu plus plus que complexe ça, que ça. Mais donc, en gros, je suis spécialisée dans le bien-être et j'analyse comment nos intérieurs reflètent nos propres intérieurs, nos propres émotions. On appelle ça une partie de ma spécificité s'appelle la neuroarchitecture. C'est le lien entre la neuroscience et l'architecture. C'est vraiment voir comment le cerveau réagit à l'espace et voir comment nos intérieurs nous influencent, quoi. En très gros. Je pense qu'on aura l'occasion d'aller un peu plus en détail, mais oui, ça fait le résumé. En gros, c'est ça. Il faut savoir que moi, j'ai rencontré Fiona il y a une semaine, je pense, et qu'il y a un sujet qui nous rassemble, et c'est pour ça que je lui ai demandé de faire l'épisode avec moi aujourd'hui, c'est le transgénérationnel. Alors, vous le savez, j'ai déjà beaucoup parlé de transgénérationnel. Aujourd'hui, j'ai réalisé, la semaine dernière avec Fiona, que le transgénérationnel avait aussi un impact dans notre habitation, dans les objets, les meubles et tout ça. Et c'est pour ça que je voulais qu'elle fasse un épisode de podcast avec moi, pour qu'elle me parle de l'habitat-thérapie. Oui, n'est-ce pas? C'est un mot que j'ai découvert la semaine dernière grâce à toi, finalement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi de l'habitat-thérapie en gros? En gros, c'est vraiment... tu le sais et tu parles beaucoup de ça, mais on vibre sur des fréquences et des énergies. Et donc, ça veut dire que dans nos intérieurs, ce qui va nous attirer répond très fort à l'énergie dans laquelle on est. Donc, si par exemple, tu es dans une énergie d'introspection, tu vas intuitivement être attiré par le bleu. Si tu ne l'es pas du tout, le bleu, tu ne vas même pas le regarder. Et donc, ce que tu vas choisir comme élément dans ton intérieur, ce que tu vas mettre dans ton intérieur, est d'office un reflet de comment tu fonctionnes et de comment tu te sens. Et donc, l'habitat-thérapie, c'est aller voir est-ce que mon intérieur colle à mon besoin. En général, du coup, la réponse est non, puisque je vais j'ai donné c'est pour ça que mon métier existe. Voilà. J'ai donné un bête exemple, mais qui revient dans énormément de mes consultes. C'est quelqu'un qui est en burn-out et qui dit, du coup, je suis à la maison, j'ai entre guillemets rien à faire, on se comprend, c'est plus complexe que ça, mais j'ai du temps, j'ai besoin de faire quelque chose, donc je vais repeindre. Ça arrive vraiment énormément. Qu'est-ce que la personne va faire? Elle va pas peindre du jaune, elle n'est pas dans une énergie solaire, c'est trop éloigné de l'énergie dans laquelle elle est. Et donc, elle va aller sur une couleur en général beaucoup plus triste ou nette dans les gris. C'est beaucoup les personnes qui sont en burn-out qui sont attirées par le gris, parce que le gris est une couleur qui reflète vraiment le côté grisâtre du ciel, donc le côté très flou, le côté très je sais pas trop, est-ce que il va pleuvoir, il va pas pleuvoir, est-ce que je prends mon parapluie, est-ce que je prends pas mon parapluie. Le gris amène vraiment un espèce de doute et de flou, et comme c'est la phase du burn-out, le doute et le flou et pas beaucoup de joie, c'est intuitivement la couleur qu'on va aller mettre dans notre intérieur. Alors que s'il y a bien une couleur qu'il faudrait éviter à ce moment-là, c'est le gris. C'est d'éviter de renforcer les problématiques, et c'est là que ça devient très très intéressant de voir à quel point en fait tout y est, quoi. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on incarne est dans notre décoration et dans notre intérieur. J'aimerais que tu me parles un peu plus aussi. Tu sais, la dernière fois, on en avait parlé en off, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un podcast, parce que ce qu'on dit est intéressant. En tout cas, nous, on trouve ça intéressant. On trouve ça intéressant, et on trouve que tout le monde devrait savoir ce genre de choses. Que tu me parles un peu plus de cet aspect, tu sais, dans notre intérieur. Alors moi, quand on en avait parlé, ça m'a beaucoup fait penser à ma mère, n'est-ce pas? Ma mère qui, elle, je sais qu'elle va m'entendre et qu'elle va m'écouter et que ça va la faire sourire, mais qui garde énormément de choses de ses parents, de ses grands-parents, des trucs, des héritages familiaux qu'on garde pour je ne sais quelle raison. Tu pourrais un peu m'expliquer ou peut-être me donner un exemple de comment le fait de garder ces objets-là, ces meubles-là, ces peintures ou peu importe, comment ça peut avoir un impact sur nous finalement? Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Alors, on va faire 2 heures de podcast. En fait, on n'est jamais vraiment attaché à un objet ou à un meuble. C'est que de la matière. On est attaché à l'histoire qu'elle raconte, à ce qu'elle dégage, à tout ce qui vient autour, l'énergie vraiment littéralement autour du meuble. Donc c'est clair que quand on rentre quelque part dans une maison et qu'on fait une analyse d'habitat-thérapie et qu'on voit qu'il y a tous les meubles des ancêtres ou d'une arrière-grand-mère ou quelque chose comme ça veut dire qu'on a un lien avec cette personne. Alors toi, tu travailles le transgénérationnel, tu travailles littéralement dans un arbre généalogique de qui est-ce que je peux potentiellement porter une charge. Donc, ça veut dire que dans un arbre généalogique, quand on regarde le transgénérationnel, on va se dire peut-être que j'ai plus une histoire liée à mon arrière-grand-père que mon arrière-grand-mère. Que je reprends plus. Je prends mon propre cas. Ma grand-mère maternelle a été abandonnée. Et c'est de là que
tout est parti chez moi personnellement dans ma recherche de pourquoi est-ce que je reprends cette blessure d'abandon qui en fait ne m'appartient pas, mais clairement depuis que je suis née, elle est là. Qu'est-ce qui fait que... Et donc, si demain ma grand-mère était plus là et que j'avais pas fait le travail de libération, je serais beaucoup plus enclin de reprendre un meuble à elle que à mon grand-père, par exemple, parce que je suis liée à son histoire. Et donc, c'est là que ça devient super intéressant de voir dans un intérieur de quel meuble est-ce que je veux pas me séparer, parce que c'est ceux-là qui, en général, ont un bon message à fournir. Et j'ai énormément de clients qui me disent, oui, mais Fiona, moi, j'ai des super bons souvenirs de ma grand-mère ou de mon grand-père ou de mon arrière, peu importe, j'ai des bons souvenirs, c'est quelqu'un que j'adorais. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui avait une super vie qu'on adorait qu'on reprend pas certaines charges qui sont lourdes et dont potentiellement il serait intéressant de se libérer. Et donc là, il y a toute une question à se poser de ok, est-ce que c'est le meuble ou est-ce que c'est l'histoire, quoi. Mais comment on fait alors pour se libérer de ça et pour vraiment se dire ok, ben ce meuble je m'en débarrasse, ou toutes ces choses que je garde de cet ancêtre, finalement je m'en débarrasse parce que ben, y a cette charge émotionnelle qui t'en parlais. Comment est-ce qu'on fait finalement pour arriver à se détacher de ça? Parce que si moi je disais à ma mère, ou ma soeur aussi est très comme ça, de bah maintenant on jette ça, bah, je pense qu'elles auraient vraiment du mal. Donc c'est quoi, ou en tout cas comment toi tu conseilles, ou qu'est-ce que tu apportes à tes clients par rapport à ça? Alors déjà, je vérifie le niveau de résistance. Plus il est élevé, plus ça veut dire que c'est en général pas à moi de faire le travail et qu'il faut peut-être d'abord aller voir quelqu'un en parallèle qui aide à libérer tout ça et qu'on n'est pas prêt. Donc il y a quand même un niveau de résistance, faut peut-être pas brûler un meuble demain, quoi. On va le travail avant qui est important, hein, on est d'accord. En fait, dans l'habitat, pour moi, l'habitat vient toujours c'est le dernier truc. En fait, normalement, l'habitat, c'est quelque chose qui vient naturellement. Ça veut dire que si on s'est libéré, si on a été voir notre thérapeute, si on a fait le chemin, si on a libéré notre arbre généalogique et qu'on a détaché ses chaînes, j'aime bien dire ça comme ça, on va plus avoir envie de ce meuble. On va se réveiller un matin, on va se dire en fait je l'aime plus, on ne saura pas pourquoi, mais l'énergie ne matchera plus. Et c'est une petite histoire que j'aime bien, enfin en fait que je pense que j'ai jamais racontée en live, mais c'est pas grave, on y va, c'est parti. Papa, maman, bisous. Quand j'avais 13-14 ans, je pense. J'étais pas du tout consciente de tout ça. C'était vraiment quelque chose... Enfin, j'étais même pas encore dans le développement personnel. Quand j'avais 13 ans, encore heureux. Mais il y avait un meuble comme ça dans notre salon qui, honnêtement, dégageait vraiment pas grand-chose. Mais bon, voilà. Alors que de base, mes parents, quand même... Enfin, surtout ma maman, a pas mal de goût. Donc, c'est vrai que ce meuble, quand j'y repense, c'était vraiment pas le plus beau meuble de la Terre. Et c'est un meuble qui accumulait du brol tout le temps, en fait. Il était tellement bien positionné au milieu du salon qu'en fait, c'était le truc où on pouvait tout mettre dedans. Et puis, un matin, je me suis réveillée et j'ai demandé... Enfin, vraiment, je suis passée à côté de ce meuble et j'ai demandé à ma maman, mais pourquoi on le laisse, en fait? Il sert à rien, à part à mettre du brol. Et elle m'a regardée, elle a dit, en fait, t'as raison. Le lendemain, ce meuble était parti. Allez, le lendemain, j'exagère, peut-être une semaine après. Mais quand je dis un gros meuble bien lourd avec plein de trucs dedans, il faut de l'énergie pour bouger ça, quoi. Voilà, la vie continue, on laisse ce vide dans le salon, on laisse les choses... on ne remplace même pas ce meuble. Et c'est seulement maintenant, avec tout le parcours d'habitat-thérapie, etc., que j'ai fait, que je comprends qu'en fait, à ce moment-là, mes parents avaient fait une constellation familiale par rapport à, je sais pas, l'arrière-grand-mère, la tante, je sais pas qui, mais à qui appartenait ce meuble. Et c'est moi, finalement, qui ai dit, ce meuble n'a plus rien à faire. Mais le lendemain, c'était parti parce qu'en fait, ils avaient libéré. Et donc, l'habitat, il s'adapte. Ce qui est intéressant avec des profils qui sont formés dans ces techniques-là, que ce soit des arbres généalogiques, la psychogénéalogie ou l'habitat-thérapie, ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus vite et de dire peut-être qu'on ne va pas attendre que intuitivement tu as envie de bouger le meuble, peut-être qu'on va essayer de comprendre d'abord ce qu'il veut dire et de faire aller les choses un peu plus vite et de libérer, quoi. Et donc, une nuance qui est super importante, c'est par exemple de remplacer le débarrasser par libérer. Ok, je me débarrasse pas des affaires ou des meubles et tout, mais je me libère de... Ça. Ah ouais, c'est une vraie nuance, ça. Oui, ça change tout. Même dans le... Enfin, moi, je trouve dans le ressenti, parce qu'au final, c'est vraiment pas dire, en fait, ce meuble, c'est de la merde et je mets à la poubelle. Juste se dire, c'est pas mon histoire. Et j'ai ça récemment aussi. Tu me dis quand je raconte trop d'histoires. Hein. Non, j'adore les histoires. J'ai ça récemment aussi avec des clients qui me disaient, c'était super intéressant, et qui me disaient, Fiona, on a plein de BD de mon papa, et on sait pas, je pense que je t'avais raconté en off, et on sait pas où les mettre. Et donc, je les regarde, et donc je regarde leurs plans. Je fais, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment un endroit qui ressort pour les mettre. Et donc, en fait, au lieu de chercher un endroit pour ces BD, je leur demande, mais qu'est-ce qui vous lie à ces BD, déjà de base? Et là, les clients me répondent, c'est les BD de mon père, c'était sa collection, c'est son histoire, donc c'est plus pour garder cette mémoire.
Et là, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de garder toutes les BD? Est-ce qu'on peut pas en faire? Est-ce qu'on peut pas transmuter l'énergie de ces BD plutôt que d'en faire? C'est vraiment l'histoire du père. On peut pas en garder 2-3 qu'on aime et qui nous plaisent, et le reste, voir ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on les donne? Est-ce qu'on les vend? Et donc, pour moi, quand on vend, on transmute l'énergie en autre chose et on peut réutiliser cet argent, qui, je vois ça comme une énergie, pour quelque chose d'autre. Donc, ça veut pas dire qu'on met le père à la poubelle et son histoire à la poubelle. Ça veut juste dire qu'on transmute l'énergie et on l'utilise pour quelque chose qui est propre à nous et notre propre histoire, quoi. Ça me fait penser et je vais rebondir là-dessus. On en a beaucoup parlé déjà de ça en off. Les bijoux de famille, moi c'est ça qui m'avait vraiment fait tilter et que je m'étais dit ok, il faut que je fasse un épisode là-dessus parce que je pense que on a tous des bijoux de famille. Nous les femmes peut-être même un peu plus parce que maman veut nous transmettre la bague, les trucs, on est peut-être demandé en fiançailles avec la bague de la mère de notre mec, tout ça, hein, y a beaucoup de mémoire et d'énergie là-dedans. Et moi ça m'avait fait tilter parce que moi ma mère a énormément de bijoux de famille qu'elle garde, et depuis que je suis petite, depuis que je peux porter des bijoux et voilà, ma mère veut toujours me refiler ses bijoux en mode mais tiens, prends cette bague et ce saphir et ce truc, et moi je suis là en mode mais non, j'ai pas besoin, j'ai pas envie. Et ma sœur, elle qui a toujours été dans le garder, elle a pris tous les bijoux. Et moi finalement j'ai toujours refusé ça parce que je pense qu'inconsciemment j'avais ce truc de je veux pas porter ce poids. C'était en lien avec ma grand-mère maternelle et puis la relation avec elle était compliqué. Et du coup, j'avais ce truc de non, enfin, moi, les bijoux, ça va. Et ce qui est bien, c'est que du coup, pour mes 30 ans, il y a 2 mois, ma mère m'a demandé ce que je voulais comme bijoux pour qu'elle me fasse mes propres bijoux. Et comme on en avait parlé la dernière fois, et ce que tu as dit là tout de suite, c'est bien d'avoir des bijoux de famille et il ne faut pas forcément les jeter ou quoi, mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire fondre l'or et le transformer. On est d'accord que quand on transforme quelque chose, ça n'a plus la même énergie et le poids qui allait avec le bijou original, on est d'accord? On est tout à fait d'accord, et surtout quand c'est fait en conscience. Ça veut vraiment dire, en fait, pour moi, c'est comme, vraiment, j'imagine cet arbre généalogique, j'imagine l'arbre familial. Il faut les racines, elles sont là pour quelque chose, et je vois parfois des personnes qui font le travail de détachement de leur arbre généalogique ou des poids qu'ils peuvent porter de leurs ancêtres, et qui disent « j'ai coupé les liens ». Il ne faut pas couper les liens. Hein. On ne coupe rien, d'accord? On se libère, mais on ne coupe pas. on a un socle, on a une stabilité, oui. Et c'est ça qui fait aussi énormément de richesse dans nos vies. Et dans ce genre de cas, c'est exactement pareil. C'est utiliser l'histoire, mais à ta façon, et vraiment la transformer avec ton énergie. Et dans l'habitat, ça va être exactement la même chose. Ça va être, ok, reprends la maison familiale si tu sens l'élan de la reprendre, mais alors fais des travaux, quoi. Rénove, change les choses, garde pas une maison qu'elle a depuis... Ouais, ok. Très intéressant. Et il y avait quand même un truc qui me revenait par rapport aux bijoux que tu disais, par rapport à ta sœur qui garde tout. Il y a deux nuances. Hein. Il y a le côté « je garde tout parce que j'ai peur de manquer ». Et là, on n'est pas spécialement dans une charge... Enfin, si, on est dans du transgénérationnel, mais on n'est pas dans une charge liée à un ancêtre quelconque. On est plus dans la peur du manque que notre génération vit très fort suite aux guerres qui ont eu lieu dans les générations au-dessus. Et donc, il y a un truc de... Vous savez, toutes les personnes qui disent, et je crois qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, « Non, mais je garde, on ne sait jamais ». Le « on sait jamais », c'est vraiment la phrase qui nous montre qu'on est dans une peur du manque et qu'en fait, c'est cellulaire, quoi. C'est vraiment « si j'ai pas assez, je pourrais mourir et manquer ». Et donc, il peut y avoir un truc de « je garde les bijoux parce qu'on sait jamais ». Et là, c'est pas vraiment les bijoux ou leur histoire qui serait intéressant de creuser, c'est la peur du manque. Okay. Et puis après, il y a le côté « non, je garde le bijou de telle personne, de tel ancêtre, par mémoire ». Et là, on est vraiment dans du... Oui, il y a deux significations, finalement, il y a deux chemins. Ok. Par rapport à... Tu sais, tu parlais justement de ma sœur, et je lui transmettrai cet épisode de podcast parce que je pense que ça va l'aider. Enchantée. J'ai eu ma mère au téléphone il y a 2 jours qui me dit « Bon, quand tu viendras en Belgique, tu feras un tri dans le grenier. » Alors, il faut savoir une chose, c'est que ma sœur et moi, on va toutes les deux à l'étranger et on stocke nos affaires qui nous restent chez ma mère. Sauf que moi, j'ai littéralement 3 sacs parce que ça fait des années que j'ai fait des tris et que je me débarrasse et j'ai plus de problème à me débarrasser des choses. Avant, j'étais beaucoup dans le manque aussi, mais je pense que je le suis moins aujourd'hui. Par contre, je sais que le grenier est quand même pas mal rempli d'affaires de ma sœur, des bibelots, des vêtements, 3 milliards de trucs... Je pense qu'elle ne sait même pas ce qui reste dans ce grenier. Si tu avais un conseil que je peux utiliser pour lui donner pour quand on se rend en Belgique ensemble cet été, comment je peux faire en sorte qu'elle facilite un peu ce truc de « Ok, maintenant, je me libère de ça » parce que je sais qu'il y a des choses dans ce grenier qui datent d'une période de sa vie qui est lointaine, que
c'était une autre personne, tu vois. Donc, je me dis, comment on fait pour... S'il y avait vraiment un conseil pour aider ma mère à vider son grenier. Je pense que ce qui fait que ça ne fonctionne pas souvent, ces histoires de tri, c'est vraiment qu'on n'a pas compris pourquoi on gardait. C'est vraiment le pourquoi. Et donc, avant même de parler de tri, de grenier, c'est encore prendre 10 minutes, 1 heure, 3 heures, thérapie, je ne sais pas, mais prendre vraiment le temps de comprendre pourquoi on accumule et qu'est-ce qui fait qu'inconsciemment, on a besoin d'accumuler pour survivre. C'est vraiment ça, c'est que le cerveau dit, si tu n'accumules pas, tu es en danger. Et donc, aller voir littéralement dans l'enfance, dans l'histoire de la famille, tous les événements qui ont renforcé cette croyance, en fait, en quelque sorte, que si j'ai pas assez, je vais manquer. Et une fois qu'on met le doigt là-dessus et qu'on dit « Ok, je sais d'où ça vient là, limite, faire même une lettre de libération, quoi. Petite lettre, on la brûle dans la forêt, le rituel, enfin, un petit rituel. Tout ça. Justement, une de mes questions, c'est quel rituel pouvons-nous faire ? Voilà, rituel, mais il faut vraiment avoir conscientisé d'où ça vient. Et par rapport à ce tri, et dans l'habitat, c'est pour tout, hein. Là, je parle de tri, mais peu importe ce qu'on va découvrir, c'est vraiment d'abord comprendre, d'abord aller voir d'où ça vient, et puis ritualiser, libérer. Et là, il y a tellement d'outils. Alors, soit c'est avec des professionnels, soit c'est par le corps, soit c'est... Il y a tellement de moyens de libérer. Oui. J'utilise aussi beaucoup d'outils en thérapie. Avoir ce qui résonne. Parfois, c'est juste une lettre. Parfois, très rarement, mais parfois, la prise de conscience est tellement forte que c'est comme si la lumière avait sonné dans le corps et ça suffit. Mais c'est rare, mais ça peut arriver. Et puis, actionner dans l'habitat. Et alors là, faire le tri en conscience. Dire, je trie pour me libérer de cette peur du manque. Et j'ai déjà une cliente qui a perdu 20 kilos en quelques semaines, juste comme ça. Parce qu'elle s'est littéralement, libérée. elle l'accumulait et la peur du manque fait en sorte que des fois, on garde au cas où. Quoi. Ouais. Au niveau du corps, c'est très, très, très présent. Et donc, on accumule parce qu'il faut vraiment... Parce qu'on ne peut pas manquer, quoi. Donc, le corps a exactement les mêmes informations. Attention, manquer, c'est dangereux. Il vaut mieux faire des réserves. Toujours dans des mémoires de guerre, tout ça, et de manque. Et voilà. Allez, beaucoup de nos ancêtres ont vécu la guerre, mais pas tout le monde leur prend de la même façon parce qu'on a des grands-parents qui en parlent tout le temps et il y a des grands-parents qui en parlent jamais. Et donc, en fonction de notre histoire, on peut très vite savoir, oui, moi, enfant, j'entendais que ça, qu'il fallait toujours plus. Et puis, il y a plein de raisons émotionnelles de manquer. Et donc, vraiment, par rapport à ta question, que faire ? Toujours d'abord mettre le doigt dessus, comprendre pourquoi, petit rituel de libération ou se faire accompagner, et puis vraiment vider ce grenier. Et dire, ok, même si c'est dur, même si je pleure pendant 2 heures, je comprends chaque élément qui fait... Enfin, je comprends ce qu'il veut dire, ce qui résonne, et puis je m'attache à l'émotion et pas à l'objet, quoi. Parce que tout ce qu'on garde a ce poids, finalement, énergétique, que même si ma soeur, elle vit à des milliers de kilomètres et moi aussi, mais tout ce qu'on garde dans le grenier de notre mère, quelque part, inconsciemment, c'est un peu un poids sur nous et sur notre développement. On est d'accord avec ça. Tout ce qui est dans les... c'est là, quoi. C'est votre petit territoire en Belgique, c'est ce grenier. Et donc, il est encore lié à vous, clairement. Alors, je dis pas qu'il faut tout vider et qu'il faut rien avoir, parce que là, on rentre dans les extrêmes. Mais c'est surtout vérifier que... Et surtout quand on vit des phases difficiles, je vois ça parfois... Et il n'y a pas de jugement, évidemment, mais je vois ça parfois avec des personnes qui viennent de vivre une rupture, où la rupture, parfois, fait déjà 5, 6 ans, et on a encore des affaires à l'autre. Et on se dit, c'est pas grave, je m'en fous. Ouais, mais c'est là, dans l'énergie, c'est hyper dur de vraiment faire des deuils. Et les deuils, c'est pas que sur des personnes, c'est aussi sur des situations, c'est sur des phases de vie. Et les deuils, il faut les faire. Et quand on garde encore des objets qui ramènent à une situation à laquelle on n'est pas totalement dans la phase de deuil réparé, quoi. Donc même si, par exemple, on a une rupture et qu'on garde les affaires de notre ex, n'est-ce pas ? Si on dit « Oh, je m'en fous, c'est pas grave », le fait, c'est ce qu'on dit consciemment, mais en vrai, inconsciemment, il y a encore un travail à faire et il y a encore quelque chose qui n'a pas été libéré et un deuil quelque part qui n'a pas été totalement fait. Tout à fait. En général, alors on peut avoir peut-être des exceptions. C'est la théorie. Mais oui, clairement, tant qu'on a besoin de garder quelque chose physiquement. Et puis le rationnel, il est très fort. C'est pour ça que j'adore travailler avec les neurosciences. C'est pour comprendre vraiment à quel point notre rationnel en fait, il nous dicte quoi faire, quoi. Et donc notre rationnel va nous dire, mais c'est pas grave, il y a pas de problème, garde tes trucs dans le grenier. Oui, c'est pas grave, il y a c'est pas grave. La bague, oui, mais t'inquiète, pas de stress. Moi, je prends pas l'histoire de ma grand-mère, je sais très bien. Mais notre rationnel, il va tout faire pour nous éviter d'aller voir là où ça fait bien mal. Donc, il est trop fort. Et donc, oui, c'est clair que, franchement, limite, c'est le plus dur à mon métier. Et je pense à beaucoup de métiers de thérapie en général, c'est boycotter ce rationnel et dire oui, ça, c'est ce que tu crois, mais on va aller voir quand même un peu plus loin. Et c'est pareil avec ce genre de truc, quoi. Par rapport à la bague, quel impact ça peut avoir si un homme offre, par exemple, la bague de sa mère, la bague de sa grand-mère à sa petite amie, à sa fiancée,
quel impact ça peut potentiellement avoir? Encore une fois, on est dans la théorie et les histoires et les humains sont différents, mais qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact finalement sur une relation? En fait, avant de parler de la bague, c'est toujours la même histoire, c'est d'aller voir quelles sont les attentes familiales par rapport à ce mariage. C'est le mariage, il y a beaucoup de loyauté familiale aussi dans des mariages, il y a beaucoup je veux transmettre un nom de famille, je veux transmettre une image, enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se marier, qu'il n'y a pas des beaucoup, enfin, rien à voir, mais il y a une loyauté familiale dans le mariage qui est très très grand. Et donc un homme qui va donner la bague de sa maman par exemple à sa future femme, attention quand même au lien entre ma mère et ma femme. Hein. Et quand on rentre dans la thérapie, on envoie des liens entre maman et entre la femme. Si vous avez jamais lu le livre Femme désirée, femme désirante, je ne sais pas si tu l'as lu, mais excellent livre qui explique à quel point il faut faire très attention aux relations en tant que femme, de ne pas prendre son homme pour son fils et que très vite, il y a quand même une relation de mère qui s'installe dans les couples et que l'homme est à la recherche de ça d'une certaine façon aussi. Donc, c'est quelque chose qui demande aussi pas mal de travail comme tout le reste. Et donc, dans le mariage, il y a quand même ce challenge de couple qui est de rester vraiment femme et homme et pas mère et bébé ou l'inverse, père et enfant. Et donc, dans le mariage, attention à Bijou de la mère, de reprojeter évidemment cette énergie de maternelle, quoi. Et donc, c'est vraiment aller voir, OK, quelles sont les attentes de la famille? Est-ce que moi, je suis vraiment libérée des charges familiales? Est-ce que je me marie vraiment pour moi et pas pour mes parents? Et c'est tout ce travail-là à faire avant de dire, OK, je donne la bague. Et si jamais vraiment j'ai envie de donner la bague à ma future fiancée ou future femme, voir est-ce que je peux y mettre notre touche? Est-ce qu'on peut mettre une autre pierre? Est-ce qu'on peut, comme tu disais, faire fondre quelque chose et la transmuter? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour mettre notre propre énergie, quoi? Ouais, et créer finalement notre propre histoire et pas porter l'histoire de la famille. Tout à fait. C'est tout le sens finalement aussi de la thérapie transgénérationnelle que moi je fais avec les gens, c'est notre histoire familiale, elle est là et on va pas couper les liens, n'est-ce pas? On va pas dire ciao à tout le monde, c'est pas comme ça que ça marche. Le but, c'est vraiment de comprendre, de conscientiser et puis de prendre ces éléments-là pour se créer sa propre histoire, se libérer des poids familiaux et faire en sorte que ce soit pas des poids finalement, que notre famille soit notre famille, mais que ce soit pas un poids qui soit impactant dans notre vie au quotidien, quoi. Est-ce que tu as un exemple que tu pourrais nous partager, genre le truc un peu le plus fou dans ton métier, dans, je sais pas, les rénovations ou les constructions que tu as faites, qui sont en lien justement avec une charge émotionnelle, un truc que tu dis, ça, c'était vraiment un exemple genre fou, parce que la personne, je sais pas, ça a transformé sa vie, ou je sais pas, un exemple, si tu pouvais nous partager. J'en ai plein. Oui, je me doutais bien. Je vais réfléchir à ceux qui sont les plus intéressants. Enfin, ils ont tous leur intérêt à leur échelle, évidemment. Il y en a deux qui me viennent là comme ça. La première étant, c'était une cliente qui m'appelait pour sa chambre, en fait. Donc, rien à voir avec le transgénérationnel ou avec l'émotionnel et tout. Elle m'appelait pas pour... Enfin, elle rénovait une maison et elle m'appelait pour l'étage. En disant, voilà, mais mon architecte a proposé une chambre et j'ai l'impression, par rapport à tes posts Instagram, que c'est pas top. Est-ce que tu peux venir voir? Et donc, j'arrive vraiment dans un lieu... Moi qui ne ressens pas spécialement les énergies, ça peut paraître bizarre parce que je suis très occupée avec tout ce qui est ressenti dans l'habitat, mais je ne ressens pas les choses. Il y a des personnes qui vont rentrer dans un lieu et qui vont sentir une charge, la lourdeur de la mémoire des lieux, etc. Moi, je connais la théorie, mais je ne ressens pas spécialement. Je pense qu'il y a une protection par rapport à ça. Et je rentre dans ce lieu et pour la première fois, je sens quelque chose de très lourd. Vraiment, je suis où moi ici? Et donc, elle me montre ce plan et on était dans une ruine, quoi, un lieu qui était vraiment bien abandonné. Et elle me montre, abandonné, j'exagère, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Et elle me montre ce plan et elle me montre cette chambre. Mais on est à 10 km d'être là, à ce stade-là de la rénovation. Donc, je me dis, je veux bien regarder le plan avec toi, mais il faut peut-être d'abord qu'on regarde le reste de la rénovation. On en est où? Et là, elle me dit, ah oui, mais en fait, ça c'est pour plus tard parce que tout est bloqué. Ça fait 1 an et demi que les entrepreneurs répondent pas, les architectes répondent pas. On est vraiment bloqué dans ce projet. Donc, moi, je veux bien regarder la chambre avec toi, mais je pense que le problème, il n'est pas là. Et que tu vas avoir un beau plan d'une chambre, mais si elle n'est jamais réalisée, ça ne sert à rien que je te fasse un plan d'une chambre. Donc, il faudrait peut-être qu'on aille voir pourquoi ce projet bloque. Un corps de métier qui ne répond pas, on ne va pas commencer à remettre toute notre vie en question. Mais par contre, beaucoup de blocages répétitifs et des schémas qui reviennent. À un moment donné, il faut se poser la question. C'est comme dans la vie, quand tout revient à chaque fois, et c'est qu'il y a un message à comprendre. Et donc là, il faudrait qu'on comprenne pourquoi est-ce que cette énergie de rénovation et de construction bloque.
Et donc, on discute et en fait, on a mis le doigt dessus en 2 minutes parce qu'elle s'est effondrée. Et c'était la maison de sa tante. C'était la maison de sa tante qui était décédée pendant le Covid de manière assez brutale. Donc, le deuil n'était pas fait. Et elle s'est sentie obligée de reprendre la maison. Elle a senti un élan. Et dans son discours, c'était magnifique parce qu'elle aimait énormément sa tante. C'était vraiment en mode je veux reprendre cette maison. Mais là, ils allaient tout casser. Ils avaient le projet de tout rénover. Et donc, pour elle, inconsciemment, tout casser, tout rénover, c'était enlever sa mémoire et c'était la trahir. Et donc, elle se sentait tellement coupable que c'était elle-même qui bloquait toute l'énergie du projet. Et donc là, je lui ai suggéré de se faire vraiment accompagner dans le deuil, parce qu'il y avait vraiment un deuil à faire, de nouveau écrire des lettres à sa tante et dire vraiment sur papier, la maison, on va la transmuter avec notre énergie. On ne t'oublie pas, on va honorer ta mémoire, je sais pas comment on veut dire, différemment qu'au travers de tes murs, quoi, littéralement. Et le jour où elle a fait ça, les choses ont commencé à bouger et la vie l'a amenée à ne pas prendre cette maison. La vie l'a amenée à trouver une autre maison et à faire sa vraie histoire. Et ça que je trouve magnifique, c'est que moi, je ne l'ai pas regardé dans les yeux, je ne lui ai pas dit « il faut que tu bouges ». Ce n'était pas mon rôle de le faire à ce moment-là. C'était elle qui devait faire son processus de deuil et de voir ce qui était juste pour elle. Et en fait, ce qui était juste pour elle, c'était d'écrire sa propre histoire. Ce n'était pas du tout de reprendre la maison de sa tante. Oh, waouh. C'est fou. C'est mon mot de toute façon, le oh wow. Les gens qui me connaissent le savent. Tu parlais justement dans cet exemple, et on n'en a pas encore parlé beaucoup, de cette culpabilité. C'est un truc, quand on en avait parlé en off, c'est vraiment un truc qui, je pense, est un des sujets principaux des journées de travail. C'est la culpabilité que les gens ressentent par rapport au fait de se libérer, de jeter un meuble ou de transformer quelque chose et tout. Si je comprends bien, il est indispensable de faire le travail avant pour pouvoir se libérer de cette culpabilité. Mais comment toi, par exemple, tu fais face à ça? Si par exemple, tu es avec des clients et que tu es en plein milieu du projet, mais qu'il y a cette culpabilité qui surgit de nulle part, comment tu fais pour toi continuer à avancer avec ces gens-là dans leur projet? Alors, j'essaye un maximum de cibler, et c'est pour ça que je suis plus douée dans la thérapie et la psychologie que dans l'architecture en soi, et que j'ai amené les deux mondes ensemble. Mais théoriquement, j'ai plus de facilité dans vraiment comprendre le besoin de la personne, et donc je sens très vite si c'est le bon moment pour la personne de lâcher ou pas. Et c'est que des techniques de voir où est la résistance, où est-ce que ça en est. Et si je sens que la porte est ouverte, en fait, je change la discussion. On passe de parler d'un meuble ou d'une rénovation ou d'un mur, d'une cloison, à l'histoire familiale. Et aujourd'hui, on vient me voir pour ça aussi. Donc, j'ai plus cette surprise d'arriver en plein milieu d'un projet et de me dire « merde, vais-je devoir leur dire qu'en fait, ça va pas du tout ?» Les personnes viennent me voir quand même avec l'idée de se sentir mieux et de faire ce travail en parallèle. Et même, j'ai déjà des personnes qui ont déjà fait le travail transgénérationnel et du coup, avec leur plan et avec leur maison, on est juste là pour valider et vérifier que la maison correspond exactement à où ils veulent aller plutôt que leur passé. Donc, ça m'arrive plus trop d'arriver face à un cas où je me dis, là, on est vraiment sur un gros blocage. Et si on est, je renvoie, en fait. La vie, c'est une question de timing. Et quand c'est pas le bon timing, il faut pouvoir le voir, quoi. Et donc, je vais donner un autre exemple. C'était des clients qui, à un moment donné, n'allaient pas très bien. Et ils m'avaient appelé pour l'aménagement de leur lieu, de leur bien. Pas pour revoir les couleurs. C'était pas leur demande. Leur demande, c'était l'aménagement. Et donc, ils me disent, on a déjà tout repeint dans notre nouvelle maison et la chambre sera grise partout. Les murs, le plafond, le sol. Enfin, le sol, peut-être pas, mais tout sera gris. Et à ce moment, et gris foncé, presque noir. Et à ce moment-là, les clients en question broyaient du noir, avaient des idées presque suicidaires. Et leur chambre, évidemment, correspondait à leur énergie, sauf que c'était très brutal parce qu'ils étaient en plein dans le processus. Donc moi, aller dire on va tout changer alors qu'ils ne m'ont pas posé la question en soi et que ce n'était pas leur demande, et là, il faut pouvoir rester à sa place. Pour moi, c'est le rôle de tout bon thérapeute, je mets spam thérapeute, mais on se comprend, c'est de savoir c'est quand le bon moment ou pas le bon moment et de ne pas complètement brusquer la personne en face de soi. Et là, c'était pas le moment. Et donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je leur ai dit, écoutez, si vous dormez pas bien à un moment donné et que vous sentez que dans la chambre, vous cogitez trop, on pourra peut-être revoir la couleur à un moment. Commencez pas à vous poser trop de questions et être sous terre. Et donc, en fait, c'est vraiment, pour répondre pile à ta question, quand je sens qu'il y a quelque chose de plus profond à aller creuser, si c'est pas le bon moment, c'est placer l'information de manière très subtile. Et le cerveau est super bien fait parce qu'il reviendra dessus au moment où c'est le bon moment. Et donc, ces clients m'ont rappelé quelques mois plus tard en disant « Écoute, Fiona, je pense que ce serait quand même le moment de changer la chambre. » Parce que je leur avais dit, s'ils ne l'avaient pas dit, ils auraient peut-être tourné en rond pendant 5 ans avant de comprendre qu'ils pouvaient alléger un petit peu leur souffrance en repeignant leur chambre, quoi. 3 coups de pinceau. C'est vraiment le principe de « je plante des graines ».
et la graine va Exact. faire une fleur au moment où elle sera prête de faire cette fleur. Je pense que j'ai déjà fait un épisode de podcast sur cette notion de timing, ou en tout cas c'est un sujet que j'aborde assez régulièrement, parce que quand c'est pas ton moment, c'est pas ton moment. Et comme tu disais aussi là tout à l'heure, des fois tu veux un truc, mais il y a tout qui va pas, genre ça fonctionne pas et ça fonctionne pas. C'est juste, en tout cas ma croyance, c'est que l'univers te dit ok, là pour l'instant on va pas faire ça, on va attendre un petit peu et on va voir plus tard. Et quand tu fais un arbre généalogique et que tu vas voir, admettons, tu sors de nulle part, tu croises son compte Instagram, Valentine, et tu dis, je vais faire une séance de psychogénéalogie, je vais aller voir mon arbre généalogique. Tu fais pas tous les ancêtres en même temps. Hein. Tu cibles d'abord, OK, quelle est la problématique, qu'est-ce qui te freine aujourd'hui, et on va aller voir petit à petit, mais on va pas tout mettre sur le tapis directement. Ce serait, franchement, désolé pour le mot, ce serait mortel, quoi. Et dans l'habitat, je sais pas si tu connais un peu le Feng Shui. Oui. Le Feng Shui, en gros, c'est pour tous ceux qui connaissent pas, c'est vraiment aller voir comment est-ce que notre intérieur peut faire en sorte qu'on se sente mieux. Et le grand problème, parce que j'ai quand même beaucoup de clients qui viennent me voir qui ont déjà fait des expertises Feng Shui, le grand problème du Feng Shui, c'est que ça bombarde tout. Ça veut dire les personnes qui font des expertises Feng Shui vont vraiment, pour se sentir légitimes quelque part, vont dire ok, il faut changer tout ça. Mais on touche à beaucoup trop de choses. C'est vraiment comme si on mettait tout upside down et donc finalement, les personnes font rien du tout. Elles ont l'expertise, elles ont un dossier de 50 pages, mais il n'y a rien qu'à bouger. Parce que c'est pas ça qui compte, c'est d'aller voir vraiment, ok, c'est quoi qui bloque, c'est quoi qui freine, c'est quoi qui m'aide pas dans mon quotidien. Et ça, faire en sorte que ça ne soit pas renforcé dans à ce moment précis. Quoi. Tu parlais de l'arbre généalogique, et moi, dans mes sessions de psychogénéalogie, alors je préfère dire thérapie transgénérationnelle, parce que la psychogénéalogie, c'est vrai que ça parle pas à beaucoup de personnes. Les gens me regardent là de dire qu'est-ce que c'est que ton truc, puis ça ressemble beaucoup à psychologie et tout. Mais donc moi, dans les sessions de thérapie transgénérationnelle, quand les gens viennent vers moi aussi, il y a des fois des gens qui se disent ok, on va faire tout mon arbre, et hop, là, on va tout analyser, et qui viennent un peu en mode j'ai pas de problématique, et on va juste tout découvrir. Non, c'est pas comme ça que ça marche du tout. Je pense que c'est même pas sain pour un humain de faire ça. Même moi, quand j'ai fait ma formation de thérapie transgénérationnelle, je l'ai fait sur moi aussi. Et moi, j'ai quelque part pas eu le choix de faire tout l'analyse parce que j'étais en pleine formation, mais je me suis pris des claques, ça, c'est pas pour rire. Et c'est pour ça que c'est important aussi, les gens qui veulent peut-être faire une thérapie transgénérationnelle comprennent aussi que il faut venir dans une démarche avec une problématique ou peut-être deux problématiques, un truc à la fois, et alors on décortique et on voit, et peut-être même juste débloquer cette chose-là, ça va débloquer tout le reste sans qu'on ait besoin vraiment d'aller vraiment creuser. Mais il faut vraiment faire un truc à la fois. C'est pour ça que moi, les arbres généalogiques, moi je les appelle les génosociogrammes parce que j'y ajoute tous les événements sociaux qui créent les poids familiaux, les loyautés, tout ça. C'est vraiment important de... Genre, il y a les mollo, et moi, en tant que thérapeute, il y a plein de choses que je vois dans le génosociogramme. Genre, moi, ça arrive tel des petites visions. Okay, c'est comme moi avec l'habitat. Voilà, je suis là, tac. Mais en gros, je peux pas tout dire. Si je dévalais tout à la personne, déjà, je pense pas qu'elle s'en remettrait. Et aussi, genre, on peut pas faire... 4 ans de thérapie transgénérationnelle et détailler tous les trucs, c'est pas possible. Et comme tu disais, tout est en lien aussi avec le timing, tu vois. Moi, il y a des choses que j'ai compris moi-même dans mon arbre généalogique maintenant, alors que je l'ai fait il y a 1 an, mais parce que c'était pas le moment et parce que c'est en lien aussi avec d'autres personnes. Il faut pas oublier que dans la famille, c'est en lien avec papa, maman et tout, et que des fois, la relation, elle est pas au bon moment, ou il y a pas la bonne énergie et tout. Et donc, c'est important de vraiment prendre le temps de s'écouter et de suivre vraiment son rythme, parce que sinon, je pense que le choc peut être très, très, très intense et ça peut créer des problèmes qui sont bien plus graves, je pense. Donc, Et je suis hyper d'accord avec toi et ça me fait penser à un truc que je rencontre beaucoup et c'était une difficulté vraiment pour moi dans mon travail. Vraiment, c'était un truc avec lequel j'ai beaucoup lutté et aujourd'hui j'accepte et ça à prendre ou à laisser. C'était on vit dans une société où on veut tout directement. Et donc, clairement, quand on vient me voir avec une idée de décoration et de revoir les choses, on veut que, limite, on sorte avec tout qui est fait et qu'on voit exactement où on va. Sauf que moi, je ne travaille pas comme ça. Et qu'en fait, il y a des moments où ce n'est pas le bon moment et que même moi, avec un œil externe, je ne sais pas encore projeter quelle est la bonne solution pour quelqu'un. Et donc, je prends un exemple concret. C'est quand il y a eu un grand deuil d'une situation ou un truc compliqué et qu'on doit changer la couleur ou vraiment l'espace dans lequel on vit. Donc, exemple
concret. Un hall d'entrée d'une cliente qui était de nouveau gris foncé, noir, avec une tapisserie vraiment en forme de... Enfin, en truc de prison, noir et blanc, quoi. Donc, on arrive vraiment... Et un hall d'entrée qui fait 5 mètres de hauteur sous plafond sur 3 étages. Donc, ce gris et ce noir très, très foncé. Et en fait, ça faisait 15 ans qu'il y avait cette couleur-là. Et en creusant sur le pourquoi du comment cette couleur-là dans le hall d'entrée, le gris étant une couleur, donc comme je disais, qui était quand même très lourde et très fort liée aussi au travail. Le gris, c'est, si tu regardes les entreprises, les CEO, si tu mets sur ChatGPT, fais-moi une image d'un CEO dans une entreprise, tu auras du gris. Donc, inconsciemment, on associe le gris au travail intellectuel. Et donc, on s'est toujours dit, pourquoi est-ce que ce hall d'entrée est gris ? Est-ce que quand elle rentre chez elle, elle pense au travail ? C'est un peu le truc le plus logique auquel on a pensé au début. Et donc, ça faisait 15 ans que ce hall d'entrée était gris et qu'elle n'arrivait pas à le changer. Puis à un moment donné, on a fait le lien qu'en fait, elle a un enfant qui a des difficultés et que pour elle, le travail commence quand elle rentre à la maison. Parce que c'est s'occuper de son enfant qui a des difficultés quand même assez conséquentes. Et donc, ça fait... Et l'enfant a 15 ans. Et seulement aujourd'hui, à l'heure où on fait la séance, l'enfant commence à sortir de la maison et être pris en charge par des organismes externes. Donc, elle peut se libérer un petit peu du travail et de la charge que ça représente. Donc, c'est seulement maintenant qu'elle est prête à changer cette couleur. Avant ça, c'était inconcevable parce que c'était son quotidien. Le travail, c'est à la maison. Et la lourdeur commence quand je passe le pas de la porte. Et donc, elle était dans cette énergie-là pendant beaucoup trop longtemps que pour s'imaginer changer son hall d'entrée. Et au moment où elle est prête à le changer, donc où elle est prête à mettre une énergie un petit peu plus légère, elle me demande, OK, je mets quelle couleur ? En fait, je ne sais pas, c'est trop lourd. Il y a d'abord une phase d'acceptation, de deuil et de changement à faire. Donc, couleur blanc cassé qui est vraiment la couleur de la phase de transition. Pas pour rien qu'on dit que c'est une page blanche. On ne prend pas du blanc-blanc parce que blanc-blanc, c'est trop lié à la neige et donc ça donne un sentiment de froid au corps qui n'est pas intéressant. Mais blanc cassé, ça donne vraiment ce truc de OK, on est dans une phase de transition. Et là, pour revenir au timing, je dois accepter de dire à la cliente, je ne sais pas encore quelle couleur on va mettre. Il va falloir qu'on se revoie dans 6 mois ou dans 1 an. Commencer par du blanc cassé et apprivoiser ce vide d'abord. Apprivoiser la phase de transition. On ne va pas mettre une nouvelle couche. C'est comme une relation, quoi. J'ai pas encore fait le deuil de l'ancien, j'ai déjà pris le nouveau. C'est vraiment ce truc de l'habitat. Acceptons qu'on n'ait pas encore la solution parce que c'est pas encore le moment, parce qu'on voit pas encore où on va, parce qu'il y a encore tout un deuil du passé à faire. Ça, t'arrives à le faire comprendre aux gens ? Aujourd'hui, de mieux en mieux. Mais au début c'était chaud. Hein. Et je pense qu'on attire aussi très fort ce qu'on vibre. Et donc, quand on est en début de projet professionnel, quand on est en début de thérapie ou qu'on est en début de son métier, c'est normal de vibrer encore le doute. Ça fait partie du processus. On ne peut pas avoir confiance en 2 minutes. Ça, c'est pas possible. Et du coup, on attire encore des clients qui doutent aussi, puisque c'est juste une question de vibration et de fréquence. Et donc, c'est pas encore aussi fluide. Il y a encore beaucoup de filtres à mettre. Aujourd'hui, ça fait un moment que je fais ce métier. Je sais vraiment où je vais. Je sais ce que je peux apporter. Donc, en général, les personnes que j'ai face à moi sont vraiment prêtes à entendre ça, quoi. Ok. Et si pas, je rapprends. On discute comme on discute là maintenant. Et parfois, j'accepte que c'est pas le bon moment et je me tais. Hein. J'ai une métaphore que j'adore, que j'avais entendue un jour, je sais même plus où, qui était tu peux avoir une palette de 7 couleurs, tu as 7 crayons, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et tu dessines avec et tu seras très heureux avec ces 7 couleurs. Et puis un jour, on t'en donne 54. Tu reviendras pas à dessiner avec 7 couleurs, mais ça veut pas dire que tu peux pas juste prendre les 7 couleurs. Toi, tu sais que tu as un spectre de 54 couleurs que tu peux utiliser. Mais c'est pas pour ça que tu dois tous les utiliser. Par contre, tu sais qu'ils sont là. Et c'est une métaphore qui revient souvent. Je sais jusqu'où je pourrais aller. Ça veut pas dire que là, maintenant, cette personne a les 54 couleurs. Si elle en accepte, c'est à moi de composer avec les 7. Hein? Très belle métaphore. Elle est belle, hein. Moi, franchement, elle revient souvent. Ça peut être utile dans plein de trucs. Je vais la réutiliser. Vraiment, ouais. Ok. Et du coup, toi, ça fait quelques années que tu fais ça. Ouais. Et tu formes maintenant des gens aussi pour faire ça. Est-ce qu'il y a de plus en plus, je pense, tu sais, post-Covid et tout ça, le fait de bien-être, les gens ont eu beaucoup de mal. Est-ce qu'il y a aussi cette demande aussi des professionnels maintenant d'inclure cette partie-là, cet aspect-là finalement dans leur métier pour avoir une approche qui est beaucoup plus globale avec leurs clients ? Ouais, fort. Je vois au début, quand j'ai commencé à parler de ça sur les réseaux sociaux, j'étais un extraterrestre, quoi. C'était quand les débuts ? C'était juste avant le Covid. Oula, ah ouais, carrément. Pendant, je sais plus, quelque part là. En tout cas, je sais que je tapais Feng Shui au début pour être un peu référencée sur Instagram et il n'y avait pas de compte, quoi.
Et donc, c'était vraiment... et aujourd'hui, on a tous les noms possibles, imaginables, habitat conscient, psychologie de l'habitat. Enfin, il existe vraiment plein de choses. Et moi, je suis super contente parce que du coup, je dois déjà faire moins d'efforts pour expliquer ce que c'est. Mais ça est en train vraiment de prendre de l'ampleur. Et le métier de décorateur ou d'architecte en soi est un métier qui est très fort mis en valeur dans la société. Quand, je le sais parce que ça fait quelques années que je peux le faire depuis que j'ai commencé mes études. Mais quand je dis, surtout aux générations au-dessus de nous, que je suis architecte, il y a un truc de... Ah, elle sait ce qu'elle fait, celle-là. Et c'est très... c'est vu comme quelque chose de très prestigieux, bien, un peu etc. avocat, Voilà, médecin, c'est ça. Vraiment voilà. dans ces métiers-là. Alors qu'en vrai, c'est un des métiers les plus ingrats avec lequel j'ai été en contact, quoi. C'est vraiment de l'administratif tout le temps, faire face aux problèmes de la commune, de tous des trucs qui sont hyper lourds, en fait, et il y a très peu de créativité, finalement, et avec une société qui évolue avec Pinterest et Instagram. Et donc, les gens savent ce qu'ils veulent. Hein. C'est plus du tout comme avant. Ils n'écoutent plus leurs décorateurs et leurs architectes. Ils savent ce qu'ils veulent et éventuellement, ils demandent un conseil pour se faciliter la vie. Mais donc, toute la créativité de base qu'un architecte va chercher en faisant ce métier, ça ne représente même pas 2% de leur temps. Et donc, je récupère énormément de... Après, ce sont des architectes, des décorateurs. Parfois, ce sont des personnes qui font autre chose avec l'habitat. Mais énormément de personnes qui sont en recherche de... Mais j'ai envie de me lever le matin et d'avoir l'impression de servir à quelque chose. Pas juste faire un truc qui sera beau sur photo. On se rend bien compte que c'est pas ça qui compte, quoi. Ce qui compte, c'est comment on se sent et ce qu'on va faire vraiment à l'intérieur. Donc, il y a une demande et une recherche de ça qui est en train d'être hyper intéressante. Et tant mieux pour moi, parce que du coup, je peux en former. Hein, mais c'est là, la recherche est vraiment là. Ok. Ouais, ça fait sens finalement tu disais le Pinterest là. En fait, finalement, les architectes, ils doivent reproduire le mood board des gens. Exact. Sauf que maintenant, c'est intéressant d'amener cet aspect psychologique, émotionnel. Et comme ça, on va plus loin et on peut aller questionner les choix du mood board des gens. C'est même pas qu'on les questionne, c'est qu'on les retourne complètement. On transforme le mood board. Ce qui est chouette, c'est qu'on voit le mood board et on comprend exactement l'énergie dans laquelle est la personne. On sait exactement où on peut aller creuser. Montre-moi ton mood board, je te dirai qui tu es. C'est pas mal ça comme phrase. On va finir là-dessus. Je pense que vraiment on va finir là-dessus. Je pense qu'on a donné beaucoup d'informations. C'est trop bien, moi j'adore ce sujet. Quoi. Ouais, vraiment, on pourrait passer des heures, mais l'heure tourne, n'est-ce pas? Merci à toi, à vous qui nous avez écoutés. Si vous avez des questions pour Fiona, je mettrai ses contacts dans la description. Et merci à toi, Fiona, d'avoir pris le temps de nous parler de ce métier qui m'était encore inconnu la semaine dernière, mais que je trouve méga intéressant. Et j'ai d'ailleurs dit à ma mère que peut-être quand on sera en Belgique, je te ferai venir chez elle. Parce qu'à mon avis, il y a du taf. Il y a du taf. Mais merci à toi de m'avoir reçu et de mettre ce sujet sur la table. Parce que c'est vrai que c'est un sujet dont je ne parle pas non plus tellement. Donc c'est super chouette de pouvoir aller sans filtre comme ça. Ouais, je pense que c'est pour ça que c'était intéressant de faire cet épisode. Parce que le transgénérationnel et tout ce qui est poids familiaux, émotionnel et tout ça est partout. Ouais. Moi, quand les gens me demandent « Oui, mais tu penses que je devrais faire une thérapie transgénérationnelle ?» Alors, je pense rien parce que je te connais pas, mais on a tous une famille et on a tous des poids familiaux. T'as beau être dans pas une bonne famille, mais t'as beau avoir une famille avec pas trop de problèmes. Je pense que voilà, toutes les familles ont leurs problèmes. Je pense qu'il y a toujours des choses à aller creuser, toujours des choses à aller voir, mais que, comme on disait, et je pense que c'est un bon résumé de cet épisode, c'est le bon timing et c'est vraiment le bon timing qui compte. Et si tu ressens au fond de toi que tu as besoin de faire justement une thérapie transgénérationnelle avec moi ou une session avec Fiona, c'est que c'est le bon moment et qu'il faut suivre justement cette intuition et cette énergie du moment. C'est très important. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci.